Salut les poolers et bienvenue à un nouvel épisode de 100% Pool, le podcast de tout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool de hockey cette année. Je suis votre animateur Oli Fizet, accompagné du Spiro du Powerplay, le capitaine Corsi, Guillaume Corbeau. Corbeau, est-ce que t'es en feu aujourd'hui? J'ai pas joué un capitaine Corsi. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Eh ben, Spiro? Même pas Spiro. Ah, Ben oui. belle quand référence même. jeu vidéo ici. Hey, stop staring. Haven't you guys ever seen a dragon before? Il faut la connaître. If you know, you know. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes en feu aussi parce que c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On va analyser les Flames de Calgary. Ducks forfeit, Flames you win. Comme toujours, on va décortiquer les statistiques avancées et moins avancées parce que, vous le savez, la statistique importante, c'est pas les plus et les moins. On va essayer de vous donner du contexte des équipes et des joueurs les plus importants pour que vous puissiez cibler les booms et les busts. Puis on va vous donner les projections des points seulement. Donc, pas de salaire, pas de multicats, juste des points. Guillaume, est-ce que les Flames, cette année, vont être comme Jonathan Huberdeau puis vont nous décevoir au niveau pool? Oui. Take that. Oui. J'aime direct, oui. Il y a un joueur qui te décevra pas. Ben, ou peut-être deux, dépendant. Ça dépend toujours des attentes, on s'entend, là. Nazem Kadri, offensivement, va pas vous décevoir. J'aime. Ça, c'est ton gars qui va pas te décevoir. Je me suis surpris à aimer Nazem Kadri quand j'ai regardé un peu plus de façon plus approfondie ses statistiques. L'année dernière, Kadri, pour vous remettre un peu en mémoire, il a fait 67 points en 82 matchs, qui est quand même pas mauvais, qui est un premier centre, mais qui ne mérite pas nécessairement un appel de la part de Team Canada, qu'il n'a pas reçu d'ailleurs, on s'entend. Mais je pense qu'il est sous-estimé, le fait qu'il soit pas vraiment flashy, qu'il y a eu une énorme saison au Colorado, puis tout le monde savait que c'était un fluke là, qui jouait sur une bulle, puis c'est ce que c'est. Par contre, je trouve qu'il me fait penser un peu à Adrian Kempe des Kings de Los Angeles. Tu sais, c'est un genre de gars que tu gardes jamais vraiment dans ton équipe. C'est ce genre de joueur qui s'échange souvent. Du moins dans certains de mes pools de mon côté, ça s'échange souvent parce que c'est pas un joueur sur lequel on est attaché émotionnellement. Puis il nous amène toujours une bonne performance. Quand on commence à être un peu plus faible, c'est le genre de joueur qu'on peut se départir. Puis il est pas jeune, il est pas 22-23 ans. Oh non, il est pas jeune. Par contre, je donne un exemple pourquoi je crois qu'Adri va avoir une bonne saison la saison suivante. Il a commencé l'année très, très, très doucement. Il a fait 12 points en 23 matchs. Donc, c'était très slow pour un premier centre là, de son calibre. Et ensuite, il a enfilé 55 points en 59 matchs. OK, fait Donc, quasiment un c'est rythme pas de 1 point par match, là. Quasiment. Exact. Quasiment un rythme de 70-75 points dans une saison. Ce qui correspond, c'est un rythme de 76. Donc, tout ça en jouant avec Jonathan Huberdeau, en jouant avec un autre ailier qui a changé toute la saison, qui a passé de Kuzmenko, il y a eu Coronato, Connor Zary, ils ont tous passé ces alliés-là sur un premier trio. Donc, c'est quand même impressionnant. Et c'est pas, comment je dirais ça, la lenteur, elle s'explique. Pourquoi il a commencé lentement? Il jouait 2 minutes de moins par match en début de saison qu'il jouerait à la fin. C'est comme si on a tenté de donner une chance aux jeunes, puis les jeunes l'ont pas pris, puis on a mis Kadri. Je n'étais pas dans la tête du coach, mais on peut supposer. Son taux de tir était faible, il faisait du 8% sur la première portion de la saison, donc 8%, c'est très bas. Sa moyenne en carrière est à 11,5. Sa moyenne en carrière est à 11,1. Donc, tu sais, 3% de moins. Je comprends que 3%, c'est peut-être peu, mais sur 60 lancés, ça représente 2 ou 3 buts. Sur un échantillon de 20 matchs, ça fait une différence. Ouais. Donc, pour moi, Kadri n'est pas le joueur le plus sexy à sélectionner dans un pool d'hockey, mais son 55 en 59 me dit que c'est le genre de performance qui sera en mesure de répliquer l'année prochaine. Il a commencé slow, il n'y a pas des gros alliés, donc on peut se douter d'avoir un 70-75 points, je pense, pour Nazem Kadri. On ramène vraiment l'effectif, il peut recréer, trouver des partenaires un peu plus faciles s'il peut être un peu plus safe avec des alliés qu'il va retrouver. Pas tout le temps. Il va jouer avec Huberdeau, là. C'est ça qu'il joue avec Huberdeau. Huberdeau qui est plus un joueur de 110 points. Là. Ça a été une fois ici son contrat. C'est la grosse question, en fait, à Calgary. Est-ce que le trade va enfin payer? Non. No.
Non, mais ils ont perdu ce trade-là. Ok. Je veux dire, les Panthers ont gagné 2 coupes back-to-back, puis je pense qu'ils peuvent faire un three-peat cette année. Là. Tu sais, c'est pas impossible. Mais tu sais, ça fait quand même 3 saisons qu'il est à Calgary, puis c'est pas, ce n'est plus le joueur qu'il était. Il joue pas avec Barkov non plus. On s'entend, il n'y a plus la même équipe. Puis toutes ces statistiques ont descendu. Là. Son nombre de tirs a chuté de 30% en moyenne, qui est passé de 2,5 tirs par match à 1,7, 1,8. Son temps d'avantage numérique a reculé de 20% parce que les Flames ont moins d'avantages numériques dans un match que les Panthers parce que c'est une moins bonne équipe. Puis ses chances de produire, donc ses chances de marquer, c'est pas une statistique que j'aime beaucoup pour un pool, mais qu'à un moment donné, ça démontre l'inefficacité du Berdo à créer des chances de marquer pour ses coéquipiers. Tout ça, ça a chuté de 10%. Donc, Il j'aime crée pas la moins stat d'attaques, parce il que... produit un petit peu moins, fait que nécessairement ses statistiques de passer Ben, d'un 180 qui était déjà pas soutenable à Calgary avec pas le même effectif va baisser un petit peu. Est-ce qu'ils ont moins c'est une ça. statistique qui va l'aider un peu? Est-ce qu'il y a un redemption quelconque passe Non, ça va secondaire être ça, peut-être? là. Ben oui, parce que ses passes secondaires étaient basses à 25% l'année dernière. Il pourrait faire du OK. 35%, mais son taux de tir est à 18%. Fait que, tu sais, Ouais. Ouh. je me Ouais. rappelle plus c'est quoi D'un bord l'expression ou que tu de donnes l'autre, à en Guy, ce que tu passant un reprends but. à Jean, là, je sais pas c'est quoi, là. Tu me donnes à Jacques, tu reprends à Jean, genre avec... Bref, une expression qui... t'en donnes un, t'en reprends un. I'm not sure I understand what you mean, sir. Fait que, tu sais, je pense que sa saison va ressembler à ce qu'il a fait l'année dernière. Il va jouer avec Kadri. Ils vont être collés ensemble toute la saison. Ça a été ça l'année passée, ça a été ça il y a 2 ans. Ça changera pas. Il n'y a pas d'allié qui est prêt à décoller Berdo de là, puis à 10 millions et demi, ils ne le mettront pas sur un troisième trio. Fait que, tu sais, Berdo, un 60 points, ça va être ça. Fait que, tu sais, si on dit Kadri 60-70, Berdo 60, la question, c'est qui va jouer à droite de ce trio-là? En fait, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce qu'il y a un des jeunes qui va réussir à venir justement combler un peu cette place-là? Est-ce que c'est un Yegor Sharangovich? Est-ce que c'est un Matt Coronato? T'aimes beaucoup? Mais moi, j'aime beaucoup Coronato. I love you. Je l'aime parce que son nom est hot, premièrement. Je trouvais que le gars, il faisait vraiment un nom qui était comme un hat-trick de Matt Coronato. Cool. Je trouve que ça avait comme une résonance de fun. C'est un gars qui peut faire des hat-tricks en plus. Oui, c'est ça, exact. C'est un joueur qui peut être payant là-dessus. Mais c'est aussi que c'est un joueur qui a augmenté son temps de jeu tout au courant de l'année. Il est passé de 16 minutes à 19 minutes. Quand Kuzmenko a été échangé, il a pris toute la place. Il a quand même récolté 23 points en 33 matchs après le départ de Kuzmenko. Donc, c'est pas... je comprends que c'est pas une saison de 90 points, mais 23 en 33, ça peut faire une 55-60 points dans une saison. C'est loin d'être mauvais. Puis, tu sais, il n'y a pas d'autres statistiques qui démontrent qu'il va ralentir. Son taux de tir est excellent à 2,3. Son passe secondaire est à 39%, ça ne descendra pas. Bref, tu sais, il a passé quasiment la moitié de son temps avec Michael Backlund l'année dernière. C'est pas quelque chose qui améliore tes statistiques offensives non plus. Fait que, tu sais, à un moment donné, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments que tu dis, écoute, si tu prends ce gars-là, tu le mets sur un trio offensif, tu lui donnes de l'avantage numérique, ultimement, il va récolter des points. Ce que les autres ne font pas. Ce qu'un gars comme Connor Zary, par exemple, que tu as évoqué tantôt, ne fait pas, qui est peut-être l'autre jeune qu'on va regarder. Il a un peu stagné au point de vue statistique, là, puis il a d'un point de vue des points. Pourquoi lui stagner? Qu'est-ce que tu veux dire par là? il n'a pas fait plus de points que la saison précédente. T'sais, ça a été assez flat. Puis il a augmenté ses statistiques avancées. Fait que là, tu te dis, OK, est-ce que... pendant que Coronato faisait plus de points et augmentait son temps de jeu, Zary augmentait ses statistiques secondaires sans faire plus de points. Fait qu'est-ce que c'est parce que il était pas capable de suivre ou il était pas capable de la mettre dedans ou ses partenaires de trio faisaient rien? Difficile à dire. Mais Zary a un potentiel, je pense, de jouer sur un deuxième trio et de peut-être switcher avec Coronato au courant de la saison, chose que Coronato n'a pas fait l'année dernière. Fait que, tu sais, bref, c'est un peu... Zary est un joueur qui est difficile à analyser pour un point de vue de prédiction. Là. Je vais donner un exemple. Surtout qu'il va pas avoir des bons alliés non plus. Là. C'est ça l'affaire. C'est qu'il y a un problème aux Flames à un moment donné au niveau talent, qu'à un moment donné, quand tu parles du deuxième, troisième trio, un gars comme Zary qui va jouer au centre du deuxième, il va être limité si son allié à gauche, c'est Blake Coleman. Ben ouais. Zary, c'est quoi, là, dans le fond, qu'est-ce qu'il peut réussir à... Puis, tu sais, est-ce que ça va être... Ben, je pense que ça va être ça, là. Dans le fond. Ce deuxième trio-là, en fait. C'est assez simple, d'un point de vue des Flames. Là, si tu joues pas sur le premier trio, tu vas en arracher. Parce qu'ensuite, là, tu as une grappe de joueurs qui vont tous faire une production qui va être semblable. Sharangovich, Frost, Farabee, Backlund, Coleman. Même Backlund et Coleman, c'est pire, là, mais c'est tous des joueurs qui vont te faire entre 35 et 40 points, peut-être 45.
si tu regardes Sharangovich, ben, il y a eu une bonne saison avec les Devils, c'est plus le cas. Il est plus à ce niveau-là qu'il a déjà fait. Tu l'acquiers en disant il peut plus-tu refaire son 50 points? Absolument pas. Ben, il avait quasiment fait 60 points il y a 2 ans avec les Flames. Là. Il est pas. Ouais, mais Il est à 2 je ans vais te d'avoir démontrer. réussi une bonne saison. Ouais, c'est que mettons l'année dernière avec Zary, il a fait 20 points en 25 matchs quand il jouait avec Zary, puis il a fait 12 en 46 quand Zary était blessé. Tu sais, quand tu dépends d'un joueur à ce point-là, c'est impossible That's impossible! que tu fasses. Ben, c'est impossible, c'est pas vrai, là, mais c'est improbable que tu fasses que tu gardes le rythme parce que ce joueur-là de qui tu dépends va changer de trio, va être sur un trio plus offensif, ou va avoir une chance que toi, tu n'auras pas, parce que clairement, c'est toi qui es le wagon, c'est pas toi la locomotive. Donc, Sharangovich, on va le mettre dans un autre rôle. Cette Et bon, son métaphore-là volume de tir était complètement incroyable. là. S'il faut mettre. quand même pas pire. Si t'es pas dans le wagon, il faut juste mettre un petit peu de bûche pour que la locomotive avance un peu et que le feu pogne, c'est ça? Un peu de charbon. Un peu de charbon. Un peu de charbon. Un peu de charbon. What, shoveling coal? Est-ce qu'il peut faire mieux que l'année dernière? Oui. Mais tu sais, faut qu'il joue avec un joueur en particulier qui est Zary. Il faut qu'il joue sur un trio offensif. Puis je suis pas sûr que les Flames ont les outils pour faire marcher un gars comme Sharangovich. Si c'était un 6e attaquant, si c'était le 6e joueur d'un top 6 puissant comme l'Avalanche du Colorado ou les Stars de Dallas, je te dirais autre chose. Mais là, il joue avec les Flames de Calgary, puis ça arrivera pas. Donc, est-ce qu'il peut faire 50? Je dirais pas jamais de la vie. Là, c'est pas le pire joueur de l'univers. Là, c'est pas Michael Pezzetta, mais je pense qu'il va plus aller dans un tour aux alentours d'un quarantaine de points. Même chose pour Frost là, qui va jouer sur un 2e, 3e trio. Ben, c'était ma prochaine question, en fait. T'as 2 gars qui s'amènent des Flyers, justement, qu'on voyait, je pense, quand même gros chez les Flames. Tu sais, quand tu parles de gros trades chez les Flames, qui sont allés chercher un Huberdeau, qui sont allés chercher un Frost, puis un Farabee, qui avait quand même une espèce de... On se demandait aux Flyers, est-ce qu'ils vont prendre le step de plus? Est-ce qu'en ayant atteint le 400 matchs, en ayant atteint un 24 ans, 23 ans, ils vont prendre le step de plus? Frost et Farabee l'ont Mais pas dans le pris fond, l'année je vais te faire dernière. je t'ai fait les deux. Je t'ai fait les deux dans une coquille de noix, là, in a nutshell. In a nutshell? Frost a eu 4 points, excuse-moi, en 32 matchs. Je sais pas pourquoi j'étais en feu à soir. Je recommence. Donc, Morgan Frost a fait 4 points en 32 matchs à 5 contre 5 avec les Flames. 4 en 32 à 5 contre 5, c'est pas une production d'un joueur de 2e trio. Puis je sais même pas si c'est un joueur de 3e trio. Puis du côté de Joel Farabee, c'est pire. Il a fait 6 en 31, toutes catégories confondues. Fait que, tu sais, ils ont vraiment ni un ni l'autre produit. Puis je trouve que je comprends que c'est une nouvelle équipe, là, mais un échantillon de 30 matchs, ça commence à être beaucoup de matchs pour pas produire. Ils se sont fait donner des chances et ils ont joué du 17, du 18 minutes par match. Fait que, il y avait la chance de faire ces points-là. Fait que, si je regarde le top 6 là, des Flames, mettons qu'on Ouais, le si on fait reprend. un petit recap, puis quand même, puis je veux juste dire peut-être le Farabee Frost, moi ce que je vais tout le temps prôner quand vous faites un pool puis que vous trouvez un joueur, puis on l'a vu avec Nashville l'année dernière, quand il y a des joueurs qui arrivent dans un nouvel environnement, il faut faire attention. C'est des gars qui arrivent dans un nouvel environnement, une nouvelle ville, des nouveaux coéquipiers, ça va être difficile. Est-ce qu'ils vont reprendre le rythme? Pas tout de suite. La plupart du temps, Mais il c'est n'y en avait pas de après une rythme. saison. Là. Non, mais eux avaient Frost zéro Farabee, il n'y en rythme. avait pas. Là. Mais justement, je pense que cette année, il faut Ouais. complètement les oublier. Il faut leur faire même plus qu'attention. Il ne faut même pas y toucher. Est-ce qu'ils vont revenir? Si oui, c'est dans un an. C'est quand ils vont réussir à s'acclimater. Peut-être qu'ils vont réussir à le faire en fin d'année, mais il faut faire attention. Fait que si on fait un résumé de cette espèce de top 6, presque top 9, là, des gars qu'il faut surveiller avec les Flames, numéro 1. Kadri. Kadri, numéro 1? Non, Kadri, numéro 1. Okay. Kadri, là, je ne serais pas surpris qu'il fasse 78 points. Là. Ça ne me surprendrait pas qu'il se rende à ce niveau-là. Je vais dire un 70, 75, mais il pourrait faire un peu plus, puis je ne serais pas surpris. Il a vraiment eu, statistiquement parlant, c'est vraiment un joueur qui peut profiter de l'éclosion d'un Coronado, d'un Zary. Ensuite, je vais aller avec Huberdeau, qui est un peu plus safe bet, 60. Dans ces eaux-là, c'est entre 58 et 65. Là. En bas de 58, ça commence à être décevant. Ben, ça va être décevant, 60 pour un gars de 10,5 millions, mais comme soyons réalistes, Huberdeau, si tu le repêches pour un gars qui va faire plus que 60, c'est une erreur. Ensuite, tu as Coronato, Zary, qui vont, selon moi, je pense que Coronato va passer la barre du 50. J'ai confiance. Ça va être un low 50. Puis je pense que Zary va être proche. Là. Ça va être un 48, 49, peut-être un 50 points. Peut-être qu'il va être chanceux pour se rendre. Mais il va être
j'ai l'impression qu'il va être plus proche du 45 que du 50. C'est plus ça, sa bracket, tandis que Coronato est plus 48-53. C'est pas une grosse différence, mais chaque point compte. Là, les deux vont être pris sensiblement dans les rondes qui se ressemblent. Ensuite, je dirais Sharangovich, qui est peut-être une option pour jouer sur la première unité d'avantage numérique si les jeunes se blessent ou autre. Mais je vais y aller plus avec un 40-45. Ensuite, Frost puis Farabee, ben là, c'est plus en 35-40. Farabee plus proche du 35, Frost plus proche du 40. Puis pour moi, c'est pas mal ça, les Flames. Tout ce qui est Backlund, Coleman, ça vaut même pas la peine. Du moins dans un pool à points, là, je pense que c'est pas des joueurs qui ont un potentiel intéressant. Effectivement, tu l'as dit, dans un pool à points, peut-être pas. On n'est pas là pour analyser des multi-categories comme Blake Coleman pourrait être peut-être intéressant. Et peut-être même un autre joueur qui est très, très, très important pour un multi-categories, mais qui est aussi très important dans des pools, qui va peut-être avoir qui va sûrement, en fait, avoir le power play number one, qui va le garder encore. C'est Mackenzie Weegar avec les défenseurs. C'est sûr qu'il l'a. Écoute, déjà, ça, c'est attends, avant que tu rentres dessus, c'est la grosse question, je pense que tout le monde va se poser, parce que c'est Mackenzie Weegar qui avait le power play, mais est-ce que Zane Parekh, est-ce que c'est le temps de Zane Parekh à Calgary? It's time! It's time. Non. Non, écoute, c'est une recrue. Là. Des Lane Hudson. Je sais qu'on n'analyse pas les recrues. Là. On n'analyse pas les recrues, on n'analyse pas les gardiens de but non plus. On va le faire dans un épisode séparé. Mais on n'a pas le choix de parler de Zane Parekh. Mais en fait, Zane Parekh, c'est l'éléphant dans la pièce pour les Flames puis pour les Poolers particulièrement. Mais tu sais, une recrue, là, Lane Hudson, l'année dernière, qui était le meilleur défenseur, qui a connu la meilleure ou l'une des meilleures saisons recrues de l'histoire de la Ligue nationale, a même pas commencé l'année sur l'avantage numérique. C'était Mike Matheson. Parce qu'il y a un respect des vétérans. Matheson avait sorti une énorme saison la saison précédente. Il fallait qu'on lui laisse la place. Ça n'a pas été long, je comprends. Mais je pense que Matheson n'est pas du même niveau que Mackenzie Weegar en termes de joueurs. Et je pense que Zane Parekh n'est pas du même niveau que Lane Hudson en termes de joueurs. Du moins, il n'est pas aussi dynamique que Hudson dans Zane Parekh, pas de 60 points. Non, Zane Parekh, pas de 60 points, ça c'est sûr et certain. Est-ce que tu me demandes la question l'année prochaine ou dans 2 ans, ma réponse va être la même? Non. C'est un keeper, tu prends pas Weegar premier. Soyons réalistes. Let's be realistic. Je pense que Parekh va prendre cet avantage numérique-là éventuellement. De toute façon, Weegar va finir par vieillir aussi. Il va avoir 32 ans cette année. Ça va être parfait. Le Weegar va fade in à part 33-34 ans, puis Parekh va prendre du galon. Parekh, il a 19 ans et demi. Là. Il n'a pas 20 ans. Des défenseurs de pas 20 ans qui prennent des avantages numériques puis qui dominent, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça arrive jamais. Ça arrive jamais. I'm sorry, it will never happen. Uh-oh. Puis de prendre un avantage numérique à Mackenzie Weegar, qui est un vétéran qui a fait 45 points lors de ses 4 des 5 de ses dernières saisons. Quand on parle de constance, puis dans des poules, les constances comme ça, c'est excessivement important, surtout pour un gars qui a de faire 45 points. D'un point de vue pacing, là, parce que Weegar a une saison qui était blessée, mais d'un point de vue pacing, il a fait plus de 45 points dans 4 des 5 dernières saisons. Puis de ces 4 saisons-là, il y en a 2 qui n'avaient pas d'avantage numérique. Donc, c'est pas lui qui joue en power play. Il a quand même, il a fait 44 en 80, puis par match, il avait en moyenne 40 secondes d'avantage numérique. Donc, même s'il joue un peu moins en power play, il est capable d'aller chercher ses points ailleurs. Puis, Parekh, il ne jouera pas 24 minutes par match. Là. Donc, Weegar, il va prendre toutes les minutes. L'année dernière, Weegar jouait 24 minutes par match. Il y a eu un pace de 48 points. Il a fait 47 en 81. Là, donc, ce qui est très, très bon pour un défenseur. En haut de 45 points, ça commence à être du point. Il jouait de tous les avantages numériques. Il frôlait le 3 minutes par match. On lui enlèvera pas tout. Là. C'est le défenseur numéro 1 des Flames. C'est le meilleur défenseur de cette équipe-là. Parekh va avoir assurément le deuxième avantage numérique. Je pense que ça va faire plus mal à un gars comme Rasmus Andersson, qui est l'autre défenseur qu'on va analyser pour les Flames. Ben en fait, c'est là que j'allais, parce qu'en ce moment, au moment où on enregistre, Rasmus Andersson est toujours avec les Flames. Je sais que Michael Backlund dit qu'il va partir. C'est quand c'est le capitaine qui dit qu'il pense qu'un de ses joueurs va partir, un de ses coéquipiers va partir, Weegar va prendre les minutes de Rasmus Anderson. Parekh va peut-être jouer en ce moment sur Daily Faceoff, puis c'est mon daily reminder pour pas faire un mauvais jeu de mots de ne pas se fier à Daily Faceoff quand vous faites votre pool de hockey, parce qu'en ce moment sur Daily Faceoff, Zane Parekh est pas dans les duos, puis Rasmus Anderson est numéro 1 dans les défenseurs. Fait qu'il faut faire attention. Mais est-ce que Rasmus Anderson, s'il reste là, ou même s'il va ailleurs, est-ce qu'il est capable de faire un bon nombre de points quand même puis être relevant?
Ben, je pense que oui, là, c'est un joueur qui est capable de générer de l'attaque. Je pense que c'est un gars qui va faire entre 30 et 40 points, dépendamment. Ça dépend de la place que Parek va prendre sur l'avantage numérique. Tu sais, Anderson jouait avec l'année dernière 2 minutes en powerplay par match, ce qui est quand même non négligeable. Je sais qu'avec Uyghur, il y a quand même eu un certain changement en début de saison de savoir qui allait prendre l'avantage numérique. Puis encore une fois, Uyghur l'a encore emporté. Ça fait 2 années là, que c'est le même discours, puis ça fait 2 ans en ligne que c'est Uyghur qui l'emporte. Puis je vois pas pourquoi cette année, ça serait différent. Uyghur a compté 20 buts il y a 2 ans. Là. Bon, un taux de tir ridiculement élevé, mais 20 buts pour un défenseur, c'est rare. Il était une méchante bine. Ladies and gentlemen, it's Knucklebuster time! Fait que, je le vois de cette façon-là. Je vois Uyghur refaire son 45-50. C'est sûr que si Parek prend l'avantage numérique, là, ça fait un gros changement, mais je pense que d'un point de vue pour les Flames, ça ne sera pas rentable. Je pense pas que Parek va être capable de leader un power play toute une saison. Donc, moi, je te dis que Uyghur va commencer avec cette place-là. Il va faire son 45-50 cette année, puis on en reparle l'année prochaine. Anderson, c'est un peu plus dans les airs parce que Parek va avoir la deuxième vague, donc entre 30 et 40. Je me laisse un jeu là, parce que Parek, il joue pas, il commence pas la saison avec les Flames parce qu'on ne sait pas. Là. On pense parce qu'il a joué une game l'année passée, mais il n'y a rien qui garantit qu'il va jouer tous les matchs de la saison puis qu'il va, tu sais, fait qu'on ne sait pas. Fait que je vais me laisser un peu de lousse à ce niveau-là. Fait que c'est à peu près ça pour les défenseurs des Flames. Le reste, c'est pas Kevin Ball qui est intéressant. Là. Non, c'est sûr. Je pense qu'il y a des défenseurs, par contre, qu'il va peut-être falloir considérer à un certain moment donné. Kevin Ball est bon pour un multicats, mais c'est tout. Juste vite, pour finir sur un Rasmus Anderson que tu as nommé à un 30 quelques points. Juste pour finir complètement, là, mais est-ce que ça reste quand même un des 6 défenseurs dans la LNH qui a joué en moyenne 22 minutes sans atteindre la barre des 35 points? What? How? Le gars, est-ce qu'il y a vraiment une place maintenant? Je sais qu'il va être échangé, mais les statistiques sont pas à son avantage pour recréer quand même une tu sais, il va rester relevant à 30-35, mais encore là, c'est pas garanti. Juste vite, je veux peut-être t'entendre là-dessus. Ben, ça dépend avec qui il joue. Tu sais, si tu joues 23 minutes, mais que tu joues avec Michael Backlund, tu as moins de chances de faire des points. Fait que, tu sais, ce déploiement-là avec les attaquants, c'est quelque chose qui est plus. Tu sais, c'est une statistique qui vaut la peine d'être regardée aussi. Si tu as la deuxième vague de l'avantage numérique, puis ta deuxième vague, c'est très faible, ben, tu sais, c'est sûr que ça part mal. Tu sais, Farabi, il joue à sa deuxième vague, il a eu 6 points en 31 matchs. C'est pas avec lui que tu vas engraisser ta fiche, tu sais. Donc, c'est sûr que son nombre de mises en jeu offensives aussi a descendu. Il est passé de 57% à 50%. Tu as moins de chances de faire des points de passe secondaire pour Anderson. Fait tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de statistiques qui font que sa performance va varier à la hausse, à la baisse. C'est comme un peu une anomalie cette année dans ses statistiques avancées, là, si je peux dire comme ça. Les passes secondaires sont très élevées, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Mais bref, je pense que Rasmus Anderson a eu des chances de faire des points l'année dernière, puis il ne les a pas saisis. Il a eu des chances il y a 2 ans, puis il ne l'a pas saisi. Il y a une raison pourquoi les Flames veulent l'échanger. Là. Oui, la question contractuelle, mais c'est parce qu'il n'est pas capable de rentrer dans une, excusez-moi l'expression, dans une slot intéressante pour une équipe du type. Non, mais du type des Flames. Uyghur va chercher trop de tirs bloqués, justement, de mise en échec. Il est grand, il est gros, il est physique, il joue un avantage numérique. Anderson est comme une version Wish de Mackenzie Weegar, puis ça fit. Tandis que Zane Parek va avoir un rôle que Weegar va pouvoir délaisser. Mon Zane prend le premier powerplay dans 2 ans. Moi, j'allais bloquer des shots en désavantage numérique. Ça va fonctionner. Tandis que peut-être qu'un gars comme Anderson fit très mieux dans une équipe qui manque d'attaque. Tu sais, peut-être que les Islanders, ça serait le genre d'équipe avec qui serait plus. Je comprends qu'ils ont D'Angelo, mais jusqu'à quand? Là? On n'est pas là pour analyser les Islanders anyway. Fait qu'on va attendre de y voir ce arriver. qu'Anderson va dire. On va attendre de voir est-ce que Anderson va être tradé. S'il l'est, on va se faire un épisode là-dessus. On va se faire un épisode complet lorsqu'on va arriver en série, lorsqu'on va arriver en saison régulière. On va pouvoir l'analyser. Écoute, pour faire un retour un peu sur tous les joueurs, attaquants, défenseurs, c'est qui le joueur pour toi qui est le boom, qui est le moustachu, qui va avoir du panache comme Lanny McDonald, qui est le gars que tu veux aller repêcher dans ton équipe? Je pense qu'il va avoir encore sa moustache prépubère, mais je vais y aller avec Coronato. J'ai dit beaucoup de Kadri, mais je vais y aller avec Coronato juste parce que s'il entre sur ce premier trio-là, ça peut vraiment être une explosion pour lui. Donc, puis ses statistiques étaient très avantageuses. Donc, je vais y aller avec Coronato comme un genre de sleeper un peu aussi dans un pot. C'est pas un gars qui est très connu, les Flames. C'est pas une équipe qu'on suit beaucoup. Fait que je pense que c'est un beau jeune joueur à avoir dans son équipe pour le sélectionner là, un petit peu plus tard dans les rondes plus tardives. Puis c'est qui Toi, Lee, c'est qui tu prendrais?
Mon Lanny McDonald, le joueur à choisir, je te dirais, écoute, je vais y aller avec toi parce que j'aime beaucoup Matt Coronato aussi. C'est un gars qui va vraiment surprendre. Allez le choisir, absolument. Il va sortir un peu plus tard, comme tu as dit. Faut en profiter. Puis c'est qui, toi, Guillaume, ton Lyle O'Deline? Mon équipe est fière de sélectionner Guy O'Deline. On déroge pas de cette portion-là, le gars qui va être ton boss que tu veux pas choisir. Lyle O'Deline. Il n'a même pas scoré 10 buts dans les 10 dernières saisons. Justement, il est dû. Ben, je vais y aller avec Farabee. Je pense que j'étais un bon fan de Farabee il y a quelques années en me disant qu'il y a eu des bonnes saisons, puis il y a eu des bonnes saisons, mais là, je pense que les blessures l'ont rattrapé. Puis je vois pas où est-ce qu'il rentre dans le top 6 des Flames. C'est pas un joueur qui défensivement est très, très bon non plus. Fait que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place dans cette équipe-là. Fait que je vais y aller avec Farabee. C'est un no-go pour moi. C'est juste un no-go. J'ai pas de haine. Je le trouve juste pas bon. I'll decide who sucks around here. Ben, je suis d'accord avec toi, puis je vais pas y aller avec lui, mais je vais y aller avec son ancien coéquipier, qui est encore son même coéquipier, Morgan Frost. First round, on était comme déçus à Montréal parce que c'était un autre centre qu'on aurait peut-être pu drafter. Il déçoit. Prenez-le pas, tout simplement. Morgan Frost a prouvé qu'il était pas capable de prendre sa place. Et voilà. Puis évidemment, vous avez peut-être remarqué qu'on n'a pas parlé de Dustin Wolf. Comme je disais, on va faire les gardiens puis les recrues à un autre moment donné. Parce que pour l'instant, ça a fait le tour des Flames de Calgary. Si vous avez trouvé que c'était intéressant, que vous avez aimé nos stratégies, allez nous suivre sur Spotify, allez nous écouter Spotify, Apple. Si vous voulez voir des shorts aussi qu'on va sortir, allez nous voir sur Instagram, sur YouTube. Et sinon, si vous avez des questions, vous hésitez entre deux gars, vous avez un trade qui vous a été offert, écrivez-nous en DM, écrivez-nous en commentaire. On va aller vous répondre. On va se faire un épisode juste de Q&A pour pouvoir vous répondre puis vous essayer de vous aider le plus possible. Merci beaucoup. On espère que ça va vous aider pour gagner votre tour cette année. Salut les pouleurs!